Salut et merci d'écouter À ta santé, le podcast qui parle de santé simplement, accessible à tous et loin du jargon incompréhensible de l'hôpital. Dans chaque épisode, je reçois un invité afin qu'il ou elle nous parle de son expérience. Ce podcast est l'occasion de donner la parole à ceux que l'on entend trop peu. Je pense aux patients, mais aussi aux professionnels de la santé. Et pour cet épisode, mon invité c'est Yacine. Il a 25 ans, il est entrepreneur. Sur les réseaux sociaux, un jour il a mis un message, il cherchait des gens pour faire un podcast sur la santé mentale. Je l'ai tout de suite contacté, on va parler de troubles bipolaires. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Yacine. Salut. Comment tu vas ? Bien et toi ? Ouais, la forme. Alors, dans l'intro, je disais que je t'ai contacté parce que t'as mis un message comme quoi tu avais des troubles bipolaires. C'est ça ? C'est ça. Ok. Et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un trouble bipolaire pour commencer ? En gros, un trouble bipolaire, les gens vont le vivre différemment, mais en gros, ça va être caractérisé par deux types de phases. Des phases hautes de manie où on va commencer à réfléchir de plus en plus rapidement, à penser de plus en plus rapidement, à être un peu partout, à se mettre dans plein de projets à la fois. Et des phases de dépression qui, elles, sont mieux connues, où on va totalement déprimer, parfois des idées suicidaires, ce qu'ils appellent des idées noires à l'hôpital, pour pas dire le mot, mais des idées suicidaires. Et en fait, ça va être souvent l'alternance des deux, en fait. Et le souci des phases de manie, c'est que au début, c'est ultra agréable, en fait. C'est parce qu'on se sent surpuissant, on se sent capable de tout faire. Et en fait, petit à petit, ça devient dangereux. On a des comportements dangereux. Ça peut être... j'ai déjà entendu parler de personnes qui sautent du 3e étage, des personnes qui vident leur compte en banque, des personnes qui vont faire tout et n'importe quoi et qui se prennent pour presque Dieu. Ça m'est arrivé aussi. Et les phases de dépression, avec les idées suicidaires aussi, c'est pas forcément évident. Ok. Et toi, ça t'est arrivé quand ? Moi, la première fois où je suis hospitalisé, j'ai pas été diagnostiqué tout de suite, mais la première fois où j'ai été hospitalisé, c'était le jour de France-Allemagne, l'Euro 2016, le 7 juillet 2016. Ok. J'ai fait une crise. Ils sont pas vraiment d'accord sur ce que j'ai fait, mais c'est soit de l'hypomanie, qui est une sorte de manie, mais qu'on voit moins socialement, qui va être moins marquée, on va dire, soit une crise de manie. Ça, je saurais jamais vraiment ce que c'était parce qu'ils étaient pas présents. Et du coup, en fait, je fais une crise de manie et je me retrouve en fait à un moment à devoir rentrer chez moi et je pouvais plus. J'avais plus l'influx nerveux pour rentrer chez moi. Je revenais d'un séminaire d'une semaine dans une asso qui s'appelle l'Institut de l'Engagement où, en gros, en 7 jours, j'ai dormi 1 heure. Et c'est là, en fait, où des crises de manie aussi, c'est on dort très peu et ça m'a fatigué et petit à petit, mes pensées ont déraillé et ça a fini justement par une crise de bouffée délirante en pleine rue où je me suis mis à halluciner. Je pensais que j'appelais les pompiers et au bout d'1 heure, je me suis rendu compte que j'appelais ma sœur. Parce que je me sentais pas bien et la police passe l'histoire est un peu longue mais la police passe au début elle veut pas me récupérer parce qu'elle me dit monsieur l'hôpital est à 200 mètres 200-300 mètres donc allez-y. Je leur dis je peux pas. Elle me dit nous on n'est pas la police quand on n'est pas taxi et je leur fais j'ai cet élan de survie où je leur dis en fait où je leur avoue un crime que je n'ai pas fait pour qu'ils m'embarquent. Et ils ont pris mon téléphone, ils ont eu ma sœur, et là, ils ont compris que j'étais en train de délirer, ils m'ont emmené à l'hôpital et j'étais interné. Et ça, c'était le jour de la demi-finale France-Allemagne. Ok. Ah oui, c'est assez corsé. Ouais, ok. Ouais, parce que je pense que la bipolarité, on peut la vulgariser d'une façon. En fait, les phases up et les phases down, et entre-temps, des phases un peu... Oui, on peut avoir des phases où on est en stable. Normotimique. Oui. Ça s'appelle normotimique, ouais, c'est une phase normale, quoi. Ok. Et toi, t'as été diagnostiqué tout de suite ? Non. En fait, au bout d'1 an... Non, je dirais plus 1 an, on pensait, un médecin pensait que j'étais schizophrène. Certainement lié à la crise de bouffée délirante et aux hallucinations que j'ai eues, même si j'en ai eu qu'une fois. Et ensuite, le vrai diagnostic qu'on m'a posé, c'est mon psychiatre actuel que j'avais vu au tout début. Ensuite, j'ai dû partir en études à Grenoble. Donc, j'ai pas pu être suivi par lui. Et je suis revenu en juin dernier. Juin 2018. Et c'était ma dernière crise de manie. Et là, j'ai retrouvé du coup ce psychiatre qui m'a dit mais t'es absolument pas schizophrène, t'es juste bipolaire. Ça me paraît quand même assez évident au vu de tout
tout ce qui a été pris tout ce qui a été pris comme note à l'hôpital, en clinique, etc. Enfin, pour lui, ça paraissait assez évident. Ouais. Et du coup, c'est là que vraiment le diagnostic a été posé de bipolarité, du coup. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps entre les premiers symptômes et le diagnostic? Ça fait du coup, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et c'est assez court en plus pour un diagnostic psychiatrique. Enfin, on m'a souvent dit qu'il faut attendre 3 à 5 ans pour vraiment poser un diagnostic qui soit sûr. Et enfin, même quand il est sûr, la maladie peut évoluer. Mais ouais, ça a duré du coup quasiment 2 ans. Ok, ouais, c'est très court, effectivement. Mm. Et toi, tes crises, elles ressemblent à quoi? Alors, mes crises en phase de manie, ça va être au début moins dormir, de moins en moins. Réfléchir de plus en plus vite, sachant que, vu mon débit de parole, je réfléchis quand même un peu vite de nature. Et ouais, ça va être de réfléchir de plus en plus vite, de surréfléchir en fait. Et comme je le disais au début, c'est très agréable parce que j'arrive même à avoir des réponses à des questions auxquelles j'avais pas réponse avant. Enfin, je réfléchis mieux et vite, mais en fait rapidement ça déraille parce que on peut pas réfléchir aussi vite tout le temps, sans dormir, sans se reposer. Et rapidement ça déraille et ça peut ouais, ça peut. Enfin, je commençais à avoir un comportement un peu absurde, à vouloir, par exemple, répondre à toutes les questions. Enfin, à vouloir. Je me rappelle que ma première crise de manie, à un moment, au bout du 4e, 5e jour, je prends une feuille et je sais plus ce que j'ai écrit, mais j'ai la solution pour le conflit israélo-palestinien. Je l'ai noté quelque part. Et moi, j'étais très sérieux à ce moment-là. Hein. Je sais pas ce que j'ai écrit. Je sais pas, je me rappelle plus, mais je l'ai écrit. Et oui, ça va être ça en fait. On va commencer à faire un peu n'importe quoi, dépenser de l'argent aussi. Ça, c'est mon gros problème, c'est que en phase de manie, je vais dépenser énormément d'argent dans je sais pas trop quoi d'ailleurs, parce que au final, je me retrouve avec rien. Et ouais, ça va surtout être peu dormir, dépenser de l'argent un peu à foison et surréfléchir jusqu'à un peu délirer. Ok. Et du coup, enfin, t'as des phases, là, une phase maniaque. Mm. Et est-ce que t'as des phases à l'inverse? Dépressive, ouais, j'en ai eu en fait. La dernière phase dépressive que j'ai eue, c'était il y a très longtemps. C'était, ça devait être, j'ai fini en février-mars 2017. Ouais. Depuis, j'en ai plus du tout de dépressive. Mais oui, j'ai eu des phases dépressives et surtout qui étaient assez violentes. La première qui a été déclenchée, elle a été déclenchée en fait parce qu'on m'a arrêté un médicament auquel en fait, sans le savoir, j'étais accro. Mais enfin, je prenais ma dose normale et on me l'a arrêté en faisant le fameux truc de palier ou un demi après zéro. Et je l'ai absolument pas supporté, ça m'a angoissé. Et j'ai fini à l'hôpital. Je m'en suis sorti assez rapidement parce que j'avais en tête qu'il fallait que j'aille à l'école et que aussi, enfin, on m'a remis un autre médicament qui a fait que, mais en fait, je me sentais pas bien à partir de ce moment-là. Je suis parti à Grenoble pendant 2 mois et là, par contre, j'ai rechuté sévère. Et je pense qu'il y avait déjà un terreau de dépression qui s'était mis en place. Et du coup, je suis revenu à Paris et ouais, j'ai fait 4 mois en clinique où je pense que j'étais en dépression en tout 6 mois. J'ai fait 4 mois en clinique, en clinique psy. Et après, le temps de se remettre un peu et de remonter. Mais au début, ouais, c'était compliqué parce que moi, je voyais pas j'avais pas d'espoir en fait. J'étais dans cet état et je me disais ça allait jamais s'arrêter. J'étais persuadé que ça allait jamais s'arrêter et j'avais pas espoir au fait que ça puisse s'améliorer en fait. Okay. Mais petit à petit, avec des petits trucs, ça, en plus des médicaments qui ont quand même mis du temps à agir, mais petit à petit, c'est remonté un peu. Mais je passais mes journées à j'étais pas triste, je passais mes journées à attendre que je sais même pas quoi, à attendre que ça se finisse. Mais j'avais même pas la force de faire en sorte que ça se finisse. Ok. Et du coup, t'as été hospitalisé en psychiatrie? J'ai été hospitalisé en hôpital et en clinique, ce qui est assez différent. Enfin, à l'hôpital, il y a très peu de moyens. C'est très peu de médecins, très peu. Je me rappelle la première fois que je suis hospitalisé, c'est un hôpital psy public. Et je me souviens que pour voir le médecin, enfin le psychiatre, qui venait, il me semble qu'il venait tous les matins. Et dès qu'il arrivait, c'est comme Madonna qui arrive à l'Olympia. Enfin, tout le monde s'agglutine. Enfin, c'est hallucinant. La première fois que tu vois ça, c'est vraiment tout le monde s'agglutine autour de sa porte. Venez me voir pour avoir une autorisation, une permission, pour dire que ça va mieux, pour sortir, etc. Enfin, les gens sont agglutinés pendant 1h30, 2 heures. Et moi, au début, j'hallucinais. Au final, je l'ai fait parce que sinon, je le voyais pas. Et je trouvais ça absurde. Et après, j'ai été hospitalisé en clinique. Et en soi, j'étais censé voir un médecin tous les jours, ce qui était vrai. Il y a une psychiatre qui venait tous les jours, mais j'étais en grosse dépression. Elle restait 1 minute avec moi, elle me demandait ça va. Et je disais non. Et ça s'arrêtait là et elle partait. C'est elle qui m'a mis le diagnostic de schizophrène, que j'ai pas compris non plus. Mais elle voyait bien que j'allais mal, mais elle faisait pas grand chose pour que ça aille mieux.
Et même mon père, enfin, il hallucinait parce que, enfin, il a été là 1 ou 2 fois, il fait, mais, enfin, elle s'en fout en fait. Enfin, on a l'impression en tout cas qu'elle s'en fout. Mais elle faisait pas grand chose à part régler les médicaments. Il y avait pas grand chose autour qui était fait en fait. Il y a même pas de contact humain pour essayer, quand t'es en dépression, de remonter un peu. Ok. Et toi, comment tu le vis, une hospitalisation en psychiatrie? Déjà, comment ça se passe et comment tu le vis? Comment ça se passe pour ce qui est de l'hôpital, comment ça se passe tu t'ennuies énormément. Il n'y a pas grand chose à faire à part, je me rappelle qu'on jouait au dés, au domino, il y avait la télé, mais bon, voilà, c'était rapidement compliqué. Sinon, il y avait quelques livres aussi, mais en fait, on essaie vraiment de passer le temps parce que c'est long. C'est long et c'est pas forcément. Enfin, j'ai pas forcément de souvenirs ultra négatifs de l'hospitalisation, même si quand tu sors, t'as pas envie d'y retourner parce que justement tu t'ennuies et que le temps il passe doucement et que t'as des règles qui sont pas absurdes, mais je pourrais pas juger ces règles, mais par exemple, tu peux sortir que 4 fois dans la journée. Je crois qu'il y avait 4 sorties dans la journée dehors, dans une sorte de petit parc où on n'était pas surveillé. On pouvait, si on voulait s'en aller, on aurait vite été rattrapé, mais on n'était pas parqué ou quoi. On était un peu à l'écart de l'hôpital. Et on pouvait fumer pendant ces 4 sorties. Et à chaque sortie, on avait le droit à 2 cigarettes. Et en fait, oui, avant d'aller à la sortie, il fallait aller devant le bureau. Je crois que c'était les infirmiers qui donnaient ça. Et en fait, on avait une boîte avec nos cigarettes et ils nous en donnaient. Et on avait aussi notre propre briquet. Et souvent, il y avait même des deals entre les gens parce que moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais une famille qui me ramenait des cigarettes, des trucs à manger. Mais beaucoup de gens qui sont en hôpital psychiatrique, ils ont aucune visite. Et ils sont seuls. Et c'est assez terrible à voir. Enfin, même des gens qui ont une famille, qui sont mariés, les gens ne viennent pas. Mais c'est à éviter, une hospitalisation si possible. Mais c'est pas non plus. Enfin, il y a des moments un peu compliqués ou des moments où tu dis, ah oui, j'ai vu une femme, par exemple, littéralement, il y avait une table et elle était assise tranquillement et elle s'est fracassée le crâne contre la table. D'un coup, sans vraiment de raison. Et on a dû l'arrêter, elle saignait, etc. Mais c'est des cas qui sont de toutes les hospitalisations que j'ai eues, il y a très peu de personnes violentes, très peu de. Enfin, c'est moins pire que ce qu'on pense. Même s'il y a des choses qui sont compliquées, tu vois aussi des personnes qui sont séniles, des personnes qui sont, tu le sens et tu le sais, totalement déconnectées de notre réalité et qui sont sur un autre plan. Impossible de parler, de dialoguer avec ces personnes. Mais c'est pas non plus. C'est pas impossible à vivre et c'est moins pire que ce qu'on imagine. Et même j'ai croisé à l'hôpital beaucoup de gens qui travaillaient, qui avaient une vie active, des gens qui travaillaient à la poste, un entrepreneur aussi, je me rappelle à l'époque, des gens qui comme tout le monde. Et en clinique, c'est plus soft en général parce que c'est des cas soit un peu moins graves, soit un peu différents, ça va soit être de l'addiction en clinique psychiatrique. C'est privé aussi, donc oui, il y a cette histoire il y a plus de médecins, il y a plus de moyens parce qu'on paye beaucoup plus. Et ça aussi, c'est un peu dommage pour être bien soigné, il faut payer plus. Bon. Mais oui, la clinique, c'est plus soft et on peut sortir quand on veut fumer, c'est beaucoup plus libre, on va dire. Ok. Ouais, parce qu'une chose importante pour les auditeurs du podcast qui connaissent pas ce milieu de la psychiatrie, c'est vrai que c'est un milieu qui est plein de fantasmes, qui fait peur aussi à des gens, c'est que dans un service de psychiatrie, tout le monde est mélangé. Sauf les personnes qui sont très violentes et très dangereuses, qui sont en unité pour malades difficiles, mais ça, c'est presque une prison. J'en ai entendu parler. Ouais, les UMD, c'est quasiment des prisons. Mais c'est vrai que quand on arrive, moi je l'ai vécu pas en tant que patient, mais en tant qu'étudiant en soins infirmiers, toutes les pathologies sont mélangées. Et c'est vrai que les patients, des fois, ils ont un peu l'impression d'être dans un monde qui n'est pas le leur, qui ne leur ressemble pas. Parce que leurs troubles ne correspondent pas à ceux du voisin. D'accord, oui. Je sais pas si toi, t'as vécu ça. Pas spécialement. Non, ok. Dans le sens où, pour une raison que j'ignore, je demandais pas le trouble des autres. Je ne savais pas ce que les autres avaient. Maintenant, avec un peu de recul et avec de l'observation, je vois à peu près ce qu'il y avait, qui était borderline, qui était, au moins quelques troubles. Mais à vrai dire, je m'intéressais pas aux maladies. Je savais pas vraiment ce que les autres avaient. À l'hôpital, c'est parce que au début j'étais bien shooté et qu'après je jouais. Et je pense aussi que j'étais un des plus jeunes. Même si les maladies psy, en général, elles se déclenchent après l'adolescence, début de l'âge adulte.
on n'était pas grand nombre à être jeunes, donc peut-être que les gens, et c'était ma première hospitalisation, donc il y a peut-être eu ce truc aussi de vouloir me préserver d'entendre le vécu des autres et tout. Je savais que certains, ils étaient là, ils rechutaient souvent parce que ils fumaient du cannabis et qu'ils sont pas forcément et qui sont plus sensibles au cannabis que d'autres, et donc il y a notamment des gens comme ça qui rechutaient tout le temps à cause d'addiction, à cause d'un joint, parce que eux précisément, ça leur fait mal, ça les casse et ça les trouble. Je voyais des fois pourquoi à peu près on parlait d'addiction, des fois une fois on m'a dit que quelqu'un était alcoolique et qu'il était en sevrage en clinique, et c'était un peu comme une punition entre guillemets de le sevrer. Je crois que comme il avait un peu failli entre guillemets à ses obligations de pas boire d'alcool ou pas trop boire d'alcool, je sais plus exactement. Du coup il l'avait mis en clinique pendant 2 semaines. Mais oui, je connaissais pas vraiment les maladies des autres, mais je connaissais par contre leur métier, ce qu'ils faisaient dans la vie, s'ils avaient des enfants, mais les maladies je m'y intéressais pas forcément. Mais oui, effectivement, toutes les maladies sont mélangées. Ça, ça peut être un souci. Enfin, il y a juste les âges qui peuvent être différents, pédopsychiatrie et psychiatrie. Mais après, oui, c'est que tu sois schizophrène ou que tu aies un trouble du comportement alimentaire, ce qui n'est pas vraiment la même chose et qui ne se traite pas de la même manière. Tu vas être dans la même unité. Après, je sais que dans l'hôpital où j'étais, il y avait 2 ailes et j'ai été dans les 2. Je vois pas vraiment la différence. On m'a dit qu'il y avait une différence, mais je sais pas laquelle. Mais il y avait effectivement 2 ailes. Il n'y a pas de différence particulière, mais on ne sait pas qu'il y a 2 ailes tant qu'on n'a pas fait l'autre. D'accord, ok. Ouais, parce que, encore une fois, c'est important, je trouve, de parler de la psychiatrie. On est hospitalisé en psychiatrie en fonction de son lieu de résidence. Exactement, oui. Ouais. Ce qui fait que forcément, si notre voisin a un trouble bipolaire et moi je suis alcoolique par exemple, on va se retrouver dans le même service et les choses se mélangent. Et moi, là où j'avais vu, tu parlais d'alcoolisme, c'était effectivement une personne alcoolique qui comprenait pas pourquoi elle était avec des fous, comme elle dit, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, mais elle comprenait pas pourquoi elle était avec des fous. Et il fallait lui faire comprendre que on mélange à l'hôpital, on mélange et tout le monde se voit. Mais même souvent par rapport aux addictions et à l'alcoolisme, les addictions et en particulier, l'alcoolisme en particulier, on l'associe pas forcément à un trouble psy. On va l'associer à un trouble, ça trouble aussi le côté social, parce que forcément si tu sens l'alcool toute la journée, que t'es alcoolisé toute la journée, c'est compliqué socialement, mais il y a peu de personnes qui l'associent à un trouble psy ou même à un trouble qu'il faut soigner ou aller voir des addictologues. Alors que c'est vraiment quelque chose qui se soigne, pour lesquels il y a aussi des médicaments, pour aider au sevrage, parce que c'est très compliqué physiquement et mentalement. Et les gens, oui, ils l'associent pas forcément. Donc, ouais, pour quelqu'un qui est alcoolique, se retrouver avec un bipolaire schizophrène, il va pas forcément... il va se poser la question, je pense, c'est normal. Mais oui, effectivement, tout le monde est mélangé, effectivement. Et pour revenir à toi, comment ça se passe actuellement ? T'es sous traitement ? Oui, actuellement, je suis sous traitement. Ouais. Toujours avec... j'ai un thymorégulateur. Ouais. C'est un régulateur de l'humeur. Ouais, un régulateur de l'humeur, exactement, qui a l'avantage, en fait, selon la dose que tu prends, va pas te soigner, mais si tu prends une faible dose, ça va t'aider à sortir d'une phase dépressive ou d'un début de dépression. Si tu prends une dose haute, ça va te permettre de faire calmer les phases de manie. Et si tu prends une dose intermédiaire, en fait, ça va te stabiliser. Et en fait, quand on m'a mis ce médicament, c'est depuis ce médicament où je suis stable, en fait. Au niveau de l'humeur, je suis stable. Il y a eu quelques petits trucs, mais en fait, l'avantage, c'est qu'on peut régler avec l'accord de son psychiatre de 100 mg nous-mêmes. Et après, on lui demande, on règle les 100 mg, on en parle, et là, il voit effectivement que ça va mieux. Et que c'était juste un petit pic, parce que il se passe des choses dans la vie qui influencent. Et quand t'es bipolaire aussi, forcément, ce qui se passe autour t'influence. Mais oui, l'avantage, c'est vraiment grâce à ces médicaments que je suis stable. Et je pensais que c'était le cas de tout le monde avec ces médicaments, mais en fait, non. Je suis allé sur les groupes de personnes qui parlent de bipolarité, et il y a des personnes qui ont mon régulateur d'humeur en particulier, qui me disent que, 1, il marche pas, que 2, il leur provoque des effets secondaires, que c'est de pire en pire. Et c'est aussi le problème de la psychiatrie et de la médication, c'est que selon à qui tu vas passer le médicament, il va réagir complètement différemment, et on avance un peu à l'aveugle au niveau de la médication. Ça, c'est un vrai problème, c'est qu'on te teste. On n'a pas trop le choix que de te faire prendre ce médicament, voir comment ça se passe.
Ok, on le garde, ok, on l'enlève. Ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe en Ouais. fait. On teste des doses, on teste des médicaments. Alors, on teste, encore une fois, je rajoute des guillemets, Oui, c'est des médicaments qui sont connus, bien sûr. contrôlés, voilà, mais Oui. on voit regarde comment. l'efficacité Exactement. sur la pathologie du patient, s'il réagit ou pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est très compliqué la psychiatrie. Et les gens ont un peu une image de personnes qui errent dans les couloirs d'un service de psychiatrie. Oui. Un peu comme toi, tu disais j'attendais que le temps passe. Et bah des fois, c'est juste le temps de trouver le bon Exactement. médicament, la bonne dose. Et je trouve que ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que toi, tu adaptes tes doses de médicaments avec ton psychiatre évidemment, mais en gros, c'est t'es autonome. Mm. Et au final, c'est l'objectif de la Oui. psychiatrie. C'est l'objectif de tout problème de santé, c'est que au final, le patient puisse gérer lui-même ses troubles, dire là, je sens que Oui. j'ai une phase maniaque qui arrive, hop, je prends un peu plus de traitement. Oui, exactement. Mais oui, justement, le fait de. C'est aussi très important dans les maladies psy. Et enfin, je connais ça surtout pour la bipolarité, mais oui, que voilà, savoir repérer quand une crise va arriver, savoir vraiment connaître son trouble. Parce que enfin, maintenant, moi, je connais mes symptômes, c'est financier, ça va être, oui, pas moins dormir, être plus excité, par exemple, pour une phase de manie. Pour d'autres gens, ça va être totalement autre chose. Je sais que on m'a beaucoup parlé de personnes qui, c'est aussi un des problèmes et des risques qui prennent des risques au niveau de leurs relations sexuelles qui vont pas se protéger, etc., etc. Mais en fait, en listant mentalement ces symptômes, et quand on a un, deux, bon, tu te dis, tu t'en parles un peu, enfin, t'en parles avec ton psychiatre, et après, c'est à lui de décider. Et l'avantage aussi d'avoir un psychiatre, le même psychiatre depuis longtemps, c'est qu'il t'a vu sous toutes les phases, et il sent quand t'es juste un peu plus excité, il va le sentir, il va dire, fais attention. Pas sans forcément changer directement le traitement, parce que ça va être un petit truc, mais il va dire, fais attention, là, je sens que ça s'accélère un peu. Si ça s'accélère trop, fais attention, voilà. Et sur ton quotidien, qu'est-ce que ça change d'être bipolaire ? Ça dépend des moments de ma vie, mais au début, c'était compliqué. Parce que, au tout début, quand je sors de l'hôpital, en fait, je sors, je crois, une semaine avant de commencer les cours à Grenoble, dans une ville que je ne connais pas, dans une école où je connais personne. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué à cette époque-là, c'est qu'on me disait que physiquement, j'étais marqué. Alors que ça faisait 2 mois que je prenais un traitement. Et on me disait que j'étais enflé. J'avais pas les joues rondes ou j'étais vraiment enflé à ce niveau-là. Même mon père voyait que je changeais physiquement, du tout au tout. Et j'étais parfois plus lent, parfois plus rapide, parfois j'étais pas très bien. Et, euh, et du coup, après, je suis réhospitalisé. J'y retourne l'année d'après. Et un des soucis aussi, c'est que à l'époque, ces médicaments, le traitement que je prenais à l'époque me shootait totalement. C'est que je devais dormir entre 10-12 heures à 16 heures par jour. Et compliqué d'avoir une vie active, d'aller à l'école. Des fois, c'était 16 heures. Et en plus, j'avais pas encore conscience à cette époque-là que l'hygiène de vie, c'était super important, qu'il fallait se coucher aux mêmes heures, aux bonnes heures, essayer de manger équilibré, essayer de, pourquoi pas, prendre soin de sa santé mentale par de la sophrologie, de la méditation, essayer de parler aussi à des gens, des psychothérapeutes, etc. Enfin, vraiment, essayer de se mettre dans les meilleures dispositions pour mieux vivre, même si ce sera toujours un peu compliqué, ou même si c'est pas compliqué, on a toujours une petite crise, on a l'épée de Damoclès de la crise qui peut arriver, mais essayer de se mettre dans les meilleures dispositions. Et je sais qu'à l'époque, je me mettais pas dans les meilleures dispositions. Je sais que j'avais pas vraiment d'hygiène de vie, je mangeais un peu n'importe quoi, je dormais aux heures que je voulais, je prenais mon traitement, on me dit de le prendre le soir, des fois je le prenais à 20h, des fois à 4h du matin. C'est des choses parfois qui durent 24 heures, donc c'est pas très bon. Et c'est justement en partant de Grenoble, en quittant Grenoble et en retrouvant mon psychiatre et aussi mon entourage, que je me suis vraiment stabilisé, je pense. Je pense que c'était vraiment un tout. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à vivre, dans le sens où je peux dormir, je dois dormir minimum, je dois vraiment dormir 8 heures. Si je dors pas 8 heures, je suis pas bien. Mais minimum 8 heures et grand maximum 10 heures, c'est bon. Et donc, déjà, c'est beaucoup plus fort, on a plus de temps pour faire des choses. Et même, oui, je me sens plus en forme, je suis aussi plus, beaucoup plus équilibré mentalement. Et même, je pense, beaucoup plus équilibré qu'avant la maladie. Ce qui peut paraître contre-intuitif, mais j'ai une vision des choses plus globale sur ce qui se passe dans ma vie, etc. Donc, j'ai plus de recul qu'avant et peut-être un peu plus de sagesse, mais j'ai vieilli.
Et du coup, oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, même si j'ai quelques crises. Là, récemment, j'ai eu une crise d'anxiété, par exemple, parce que l'anxiété, c'est déclenché avec la bipolarité. En même temps, autant qu'à faire. Et oui, j'ai eu une crise d'anxiété, par exemple, là, en novembre-décembre, où j'ai eu un céphalée, enfin, un mal de crâne, que je mettrais à 15 sur l'échelle de la douleur, mais en fait, dès que je fermais les yeux, j'avais mal au crâne. Et quand je les rouvrais, plus rien. Mais vraiment, c'est comme si on me sciait le crâne. Ok. Et le lendemain, en fait, j'ai des vertiges. Bon, du coup, je sais pas ce que j'ai. Je vais voir mon psychiatre qui me dit, il me dit clairement, je sais pas, ça peut être l'anxiété, etc. Il me passe des anxiolytiques parce qu'il est même pas, il est pas sûr. C'est des symptômes qui sont extrêmement violents. J'ai entendu parler de quelqu'un d'autre qui a eu ces mêmes symptômes, mais c'est très rare. Et effectivement, c'était l'anxiété parce que quand je prenais des anxiolytiques, ça baissait. Ok. J'avais plus de vertige et tout allait bien. Mais oui, en fait, donc je vis mieux. Et j'arrive, franchement, je suis pour une personne bipolaire, quand je vois les témoignages ou sur les groupes Facebook, sur les forums, franchement, je suis très bien. Je suis vraiment pas à plaindre. Après, oui, il y a toujours des difficultés, il faut toujours être attentif, etc. Oui, mais en tout cas, je suis bien content de mon rythme de vie, de mon hygiène de vie d'aujourd'hui, en tout cas. Ok. Et est-ce que ça t'arrive d'en parler autour de toi, de dire que t'es bipolaire, et si oui, enfin, quelle est la réaction des gens? Ah, énormément. Et si je le poste sur Facebook... T'en parles beaucoup? Pas forcément beaucoup, mais en fait, des fois, vraiment, au bout d'une minute, je le dis, enfin, au bout de 10-20 secondes, je dis, oh, bah, au fait, la discussion peut amener à là, et si je dois le dire, je le dirai sans aucune honte ou tabou, chose qui m'a été beaucoup reprochée. Ce que je trouve très marrant, c'est que, en fait, pas forcément par les personnes qui me le reprochent, c'est jamais des inconnus. D'en parler, pas de lettres, mais d'en parler. C'est rarement des inconnus, c'est des personnes qui disent, ah, tu devrais peut-être pas en parler, tu sais, les gens. Alors que, là, déjà, je parle de ma maladie si j'en ai envie. Voilà, c'est quand même la Tu moindre choisis quand on parle. c'est quand même la moindre des choses. Et oui, les gens étaient aussi un peu déboussolés parce que des fois, quelqu'un, j'en parlais au bout de 30 secondes, des fois, il y a des gens que j'ai côtoyés pendant un an, n'étaient pas au courant. Et j'avais l'impression que il y a des gens, pour eux, c'est le Fight Club. Il y a une règle, et soit on le dit direct, soit on le dit jamais. On peut pas faire comme on veut. On n'est pas autonome de parler de sa maladie comme on veut. Et par exemple, quand je suis retourné à Grenoble, je suis resté 2 mois et donc j'ai redoublé. Chose qui était très rare dans cette école de redoubler, et surtout de partir au bout de 2 mois. Donc moi, on me demandait, mais comment ça se fait que t'as redoublé? Je suis j'étais à l'hôpital psychiatrique. Enfin, genre, rien de... c'est ce qui était vrai. Enfin, j'ai été hospitalisé parce que je suis bipolaire, etc. Et ouais, des fois, ça mettait des gens mal à l'aise, des fois, des gens s'en foutaient. Des gens, bon, il y a eu plusieurs réactions, mais oui, j'avoue que dit comme ça, c'est peut-être... Enfin, mais je pouvais rien dire d'autre. Enfin, c'était vraiment ce qui s'est passé. Et oui, donc les gens étaient à peu près au courant. Après, il y avait des gens qui posaient plus ou moins de questions ou qui le prenaient plus ou moins bien. Enfin, il y a des personnes qui étaient, clairement, que sans non plus avoir ressenti de la haine, ça c'est jamais arrivé, mais des personnes qui étaient très méfiantes parce qu'on a plein de préjugés sur la bipolarité, sur même les maladies psy, justement. Et il y a plein de personnes qui étaient là en mode, oh là là là, il doit être chelou. Et ce qui est un peu vrai, mais pas forcément à cause de la bipolarité. Mais oui, du coup, des fois, je sentais que les gens, ils s'en foutaient, en fait. Je suis, bon, ok, t'es pas là, maintenant t'es là. Et il y a des gens qui se braquaient, qui essayaient un peu de m'éviter, etc. Mais au final, moi, ça me permettait de faire un tri. Et les personnes une fois que je leur en avais vraiment parlé, que j'expliquais ce que c'était, etc., et qui se braquaient, il en restait finalement très peu. Une fois que tu parles aux gens, que t'expliques aux gens ce que c'est, les gens, ils font, oui, oui, ok, d'accord, très bien. Mais il faut vraiment que tu leur parles et que tu leur montres que t'es quelqu'un comme à peu près tout le monde, et qu'il y a des gens comme tout le monde qui sont bipolaires ou autres, et que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, en fait. Donc les gens se braquent une fois qu'ils ont vraiment la connaissance du truc. J'ai pas de mémoire, j'ai pas de personnes qui m'ont dit, oh là là, non. Je trouve ça hallucinant que les gens se braquent. Ouais. Après, franchement, avant la bipolarité, si quelqu'un me dit qu'il est bipolaire, je pense que je réagis peut-être pareil. C'est pas impossible. Je sais pas comment j'aurais réagi, mais c'est vraiment un truc c'était quand? C'était il y a quelques jours, j'étais à la salle de sport et j'ai croisé un ami, quelqu'un que je connaissais, avec qui j'étais ami de mes 5 ans à mes 15 ans. On était à la plupart de nos cours ensemble, j'étais avec lui en CP et en 3e et pas mal de classes entre, et on faisait aussi du foot ensemble. Donc vraiment, on a passé beaucoup de temps de notre enfance ensemble en classe et au sport.
Et à un moment, je lui parle de la bipolarité parce qu'il me parle il me parle de Grenoble, en fait, et il me dit, mais pourquoi t'es resté que 2 mois? C'est souvent le truc d'intro. Et je lui dis bipolarité, etc. Et bah, il a pas du tout été malveillant, quoi. Il a juste dit, en fait, c'est un coup, t'as une émotion et d'un coup, t'as une autre. Enfin, il a donné la définition de quelqu'un de lunatique. Mais parce qu'il savait pas, en fait. Il s'est même pas braqué ou quoi. Mais il savait pas. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est être bipolaire déjà. Et je lui ai dit non, en fait, il y a plutôt des phases hautes, des phases basses. Enfin, essayer de vulgariser un peu de ce que je sais. Il a fait ah d'accord, ok. Et voilà. Mais déjà la méconnaissance des troubles, des troubles psychiques et notamment du trouble bipolaire. Je peux comprendre que les gens se braquent pour peu que tu aies vu quelques épisodes d'Esprit criminel et que ça peut ou d'autres séries merveilleuses. Tu peux te braquer ou si tu as entendu une histoire dans les faits divers, ça va souvent être ça en fait. On va mettre en lumière les personnes qui sont malheureusement très violentes parce que ça va donner lieu à des crimes très violents, mais c'est une ultra minorité. Mais comme ils font des choses violentes, on va énormément en parler et les gens vont avoir peur, vont se dire si t'as un trouble, t'es bizarre, alors que pas plus que les autres. Et justement, quand tu dois l'expliquer en 2 secondes, qu'est-ce que tu dis? En 2 secondes, j'explique jamais rien en 2 secondes. D'accord, ok. Mais si, rapidement, des phases où je vais être très actif, où je vais être très actif, épanoui, puis je vais commencer à dérailler mentalement, et des phases au contraire où je veux rien faire. Où je veux rien faire et où j'ai pas d'espoir, c'est surtout ça. Où j'ai aucun espoir d'amélioration pour les phases dépressives. Ok. Il y a d'autres choses que tu veux aborder? Si, peut-être éventuellement les effets secondaires, qu'on oublie assez souvent. Mais parce qu'ils peuvent être assez incroyables, des fois. Vraiment. C'est quoi, toi, tes effets secondaires? En ce moment, presque aucun. Ce qui est un miracle. Ce qui relève du miracle. Tant mieux. Mais j'ai eu, avec des médicaments, j'ai eu des trucs qui étaient... Ah ouais, c'était... Je me rappelle, j'ai pris un médicament qui est en plus très commun. C'est ce qui m'a étonné, en fait, c'est que quand j'ai pris ce médicament, il est très commun et il va à beaucoup de monde. Mais moi, en fait, je le prends et au bout de 3-4 jours, je marche pour rentrer chez moi et... ça m'est jamais réarrivé et je pensais même pas que ça pouvait arriver. J'ai le noir complet, je vois plus rien. Pendant 2-3 secondes, je vois plus rien. Alors, je sais où je suis dans la rue et c'est comme si on avait débranché l'écran et qu'on l'avait remis. Et du coup, j'en parle à mon psychiatre évidemment parce que c'est assez inquiétant. Je sais plus à quoi il servait. Je crois que c'était une sorte d'anxiolytique si je me trompe pas. Et mon psychiatre il fait effectivement c'est rare mais ça arrive. Je fais vraiment on perd de la vue, c'est acceptable, d'accord. C'est flippant. Ouais, ou plein d'autres effets. Il y a 1000 effets secondaires. Le médicament que je prends actuellement, le régulateur d'humeur, il joue beaucoup sur les hormones et il y a un des effets secondaires qui est qui est assez courant, beaucoup trop courant pour ce que c'est. C'est-à-dire que je sois un homme ou une femme, je peux à un moment avoir comme dans l'adolescence, quand on a la puberté. Les tétons qui sont plus sensibles, bon, pourquoi pas. Mais homme comme femme, à un moment, je peux produire du lait. Ok. Et c'est aussi très étonnant. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est très étonnant comme effet secondaire. Et il y a plein d'autres effets secondaires. Les médicaments, c'est surtout les effets secondaires qui vont te miner le moral, en fait. Parce que t'en as 1, puis 2, puis 3, voilà. Ouais, c'est toujours le bénéfice-risque. C'est ça, oui. C'est bénéfice-effet secondaire, plutôt. Oui, c'est ça. C'est s'il est très efficace et que les effets secondaires sont assez minimes. Ouais, ça va. Ouais, mais des fois, il est très efficace, mais t'as aussi de gros effets secondaires qui... Mais est-ce que toi, avec le recul, t'as l'impression d'avoir eu toutes les informations sur la bipolarité quand on te l'a diagnostiqué, même la schizophrénie, parce qu'à un moment, on t'a dit que t'étais schizophrène, sur tes traitements, est-ce que t'as senti que le milieu médical, paramédical, t'a accompagné, t'a expliqué? Médical, pas forcément. Déjà dans le sens où on me disait pas ce que j'avais au début. On voulait pas même pas ce que j'avais, on me disait pas ce qu'on pensait de ce que j'avais. J'avais aucune info. Je savais même pas que je pouvais avoir mon dossier médical. À un moment, il me semble même que je demande mon dossier médical dans la clinique et on me refuse de le donner. J'ai accès quand même à mon dossier médical et c'est ma médecin qui a dû faire la demande pour que je l'ai. Pour l'avoir et du coup que je l'ai. Ce qui est un peu hallucinant. Et la schizophrénie, en fait, justement, dans le dossier médical, ils ont, ça doit être un truc commun à ces cliniques-là de cette, j'ai envie de dire marque, mais de ce centre-là, on va dire, de cette marque-là.
ils ont des codes, une lettre et 2 chiffres. Et moi, il y avait écrit genre E55. Et par exemple, ma médecin, elle arrive, elle lit E55, elle sait pas ce que c'est. C'est après, en appelant plusieurs fois, qu'elle comprend que c'est schizophrénie. Mais même si j'avais eu mon dossier médical, j'aurais même pas pu interpréter le résultat final qui est E55 de mémoire. Oui, c'est un code. Si jamais quelqu'un... Exactement. Ouais, si quelqu'un tombe sur ton dossier, il peut Oui. pas savoir que t'es schizophrène, c'est le secret médical. Ouais. Oui, je comprends, mais là, c'était envoyé mon médecin. Ouais. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Mais après, autant le médical au début, pas vraiment. Mais par contre, le paramédical, on m'a donné des conseils au tout début. C'est une des rares choses que je retiens vraiment concrètes de ma première hospitalisation. C'est par exemple, c'est une infirmière qui me dit ce médicament-là, c'était un antipsychotique. J'en prends plus vraiment maintenant, mais vu qu'il y avait eu bouffée délirante, etc., on pensait qu'il y avait une grosse part de psychose. Elle m'a dit ce médicament-là, surtout prends ton traitement, ne lâche pas ton traitement. Ce qui est un des gros problèmes de la psychiatrie, c'est que les gens, à un moment, arrêtent leur traitement. Elle m'a presque... Comment dire, elle m'a presque... elle a automatisé le fait que je dois prendre mes médicaments, même quand des gens de l'entourage hors famille, parce que ma famille m'a toujours dit de prendre mes médicaments. Il y a des gens qui me disaient non, mais les médicaments, tu sais, ça fait du mal aussi. Même des gens qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie, qui me disaient ah oui, mais tu sais, les médicaments, c'est dans la tête. Enfin voilà, le gros problème aussi. On les connaît, ouais. Oui, mais grâce, je pense, à cette infirmière et aussi à ma famille qui m'ont martelé le traitement, c'est important, ne lâche pas ton traitement, prends ton traitement, tout en posant des questions aussi. On peut discuter avec le psychiatre et il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il y ait un échange. Mais une fois qu'il y a un traitement, prends-le, parce que dans la grande majorité des cas, ça va être utile si tu le prends à long terme et que tu prends le bon médicament, le médicament qui te va le mieux. Oui, surtout que toi, le bon, il a été trouvé, donc... Oui, mais 2 ans, plus de 2 ans après. Donc, je peux comprendre les gens qui lâchent l'affaire à un moment, parce que, tu vois pas la fin. Mais en même temps, si je l'avais pas pris, si j'avais pas pris tous ces médicaments en test, et que j'avais pas, essayer les médicaments, voir ce qui me va le mieux, bénéfice, effet secondaire, et je serais pas arrivé à celui-là, qui m'a apporté la stabilité. Ouais. Donc, et c'est vrai que je rebondis à ce que tu disais, ça c'est important de le savoir aussi, c'est que la psychiatrie, elle est traitée par des médicaments. À un moment, ça va mieux, et c'est ce que tu disais, on prend plus les médicaments. Vu qu'on va bien, on se dit, j'ai pas besoin de médicaments, vu que ça va bien. Et en fait, c'est quand on arrête les médicaments qu'il y a une rechute. Oui. Et on a beaucoup de gens qui viennent en psychiatrie, avec ma petite expérience, moi j'en ai vu beaucoup qui revenaient, justement parce qu'ils ont arrêté leur traitement, ils se sont dit, non, ça va mieux. Et malheureusement, on repart à zéro, il faut relancer. Et des fois, même, il faut passer avec un autre traitement plus fort. Oui, c'est exactement ce que me disait mon psychiatre. Oui, parce qu'à un moment, je lui ai demandé récemment, je comptais pas spécialement arrêter mon traitement, mais je lui ai demandé si à long terme ou très long terme, j'allais arrêter ces médicaments. Et il me disait qu'en fait, lui, de son expérience, qui est assez... Ça doit faire 15-20 ans qu'il est psychiatre. Il était directeur du CMP là où j'étais, et maintenant, il est en libéral dans une clinique. CMP, c'est Centre médico-psychologique. Centre médico-psychologique, où d'ailleurs, si il y a un souci, vous pouvez passer, voir... Il y a des gens qui sont... Même si les délais d'attente sont un peu longs, mais si vous n'avez pas forcément les moyens, c'est gratuit. L'avantage, les CMP, il y en a un peu partout. Il y a aussi des CMP universitaires. À Grenoble, tu as un SMPU, service médico-psychologique universitaire. Ah oui. Et ça dépend des villes et des régions, je pense. Mais oui, le CMP, très bon endroit si vous sentez qu'il y a un souci au niveau de la santé mentale. Il y a des psychologues et des psychiatres. Exactement, il y a des psychologues, des psychiatres et des infirmiers aussi. Et des infirmiers, mais parce que le psychiatre est remboursé par la sécurité sociale, oui, mais pas le psychologue. Exactement, donc, oui. Le CMP permet de voir un psychologue gratuitement. Exactement, oui. Parce qu'il y a moins de... Oui, le problème aussi des psychologues, c'est les psychothérapeutes. C'est aussi le truc, c'est que franchement, au bout d'un moment, tu en as besoin et ça coûte cher. Ouais. Et c'est un investissement qui est entre guillemets, je déteste utiliser ça, mais c'est rentable en termes de santé mentale parce que tu vas beaucoup mieux. Il faut pouvoir sortir cet argent et c'est compliqué. C'est aussi pareil pour clinique et hôpital. Si t'as pas d'argent et que tu veux te soigner, c'est toujours plus compliqué. Ah, mais moi, personnellement, je conseille à tout le monde d'aller voir un psy au moins une fois dans sa vie. Ah oui, même de base. Des fois, on a tous des choses qui n'ont pas été réglées dans la vie ou on a tous nos problèmes, donc aller voir un psy et un psy avec qui on matche bien. En plus, parce que c'est pas forcément évident, mais un psy avec lequel on matche bien, ça permet aussi de parler de soi-même, de son quotidien, sans forcément aborder directement les choses douloureuses ou vouloir réparer des choses. C'est aussi,
ça peut être agréable et quelqu'un à qui on peut dire des choses et peut-être voir les éventuels problèmes s'il y en a, ou détecter des éventuelles choses qui peuvent à long terme être pesantes pour nous, par exemple. Ouais. Toi, t'es suivi par psychologue et psychiatre ? Je suis resuivi depuis peu par une psychothérapeute. Ouais. Depuis, ça doit faire depuis mi-janvier, que je vois à peu près une heure par semaine. Et psychiatre, oui, depuis le début, Ouais. depuis 2016, juillet 2016, ouais, psychiatre depuis tout le temps. Et une fois par mois à peu près maintenant. Ok. T'as encore une chose à rajouter ? Non, je pense pas. Ouais, on a fait le tour, je pense que c'est pas mal. Et du coup, moi, je t'avais prévenu en avance pour la carte blanche, le petit moment à la fin du podcast. Donc, voilà, c'est le moment sans coupure, je te laisse la parole. Vas-y. Du coup, 5 minutes, une carte blanche. Oh, tu peux même prendre un peu plus, hein. J'avais dit à peu près 5 minutes. Hein. Oh. Mais oui, du coup, enfin, je voulais revenir déjà sur un truc, c'était le fait de quand on est bipolaire ou qu'on a un trouble psy, enfin, il y a plusieurs choses à se réapproprier, son corps, son rapport à soi, sa confiance en soi, mais il y a une chose qui pour moi est primordiale et on en parlait tout à l'heure, c'est le fait que il faut, enfin, si on a envie de parler de sa maladie, on en parle. Si on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Mais il faut, tant que on se sent autonome et que on n'est pas dans une pleine phase de délire, en parler comme on a envie d'en parler. Enfin, il faut pas que les personnes vous imposent de le dire ou de pas le dire ou d'en parler mais un peu ou d'être discret par rapport à ça. Enfin, vous n'avez pas à avoir honte d'avoir ce que vous avez. Et si vous avez envie d'en parler, vous en parlez. Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous en parlez pas. Si vous avez envie d'en parler à une personne, vous en parlez à une personne. Il faut pas se faire imposer. Enfin, déjà que c'est assez dur d'être malade, essayons au moins de maîtriser la communication autour de la maladie. Et il y avait autre chose aussi, c'était, j'en ai parlé à mon psychiatre il y a pas très longtemps, parce que je lui parlais en fait du fait que souvent, quand quelqu'un a un handicap, une maladie ou juste une différence, on va l'exhorter à en faire une force. On va pas lui dire, tu en fais une force si tu veux, mais on lui dit, tu dois en faire une force quoi qu'il arrive. Pareil, c'est dans la même chose de maîtriser son rapport à soi, son rapport à la maladie, etc. C'est forcément, si tu as tel handicap, ou même un handicap social, on va dire, on va te dire, tu dois en faire une force, parce que c'est comme ça qu'on avance, tu dois en faire une force. Et il me disait justement que la bipolarité, moi, au niveau de l'écriture, ça m'avait... et je suis d'accord avec lui, ça m'a redéclenché quelque chose, et ça m'a permis... j'en ai fait une force, parce que j'arrive à écrire des trucs qui sont très différents des autres, mais là où il était d'accord, c'était que... c'est pas du tout obligatoire. C'est qu'on est, on n'est pas, on peut, c'est dur de faire de quelque chose de négatif, quelque chose de positif, donc ça doit pas être quelque chose d'obligatoire qu'on doit s'imposer. Et on peut en faire une force ou pas une force, ou quelque chose à côté et continuer avec d'autres qualités, etc. Et justement, oui, c'est ça. Il y a des bienfaits forcément à des choses mauvaises, et la bipolarité, ça a été notamment me rebooster ma créativité, on va dire, et aussi déclencher une hyper-empathie. Enfin, j'arrive beaucoup plus à être en empathie avec les gens, à déceler leur... ça va être simplement quand on va discuter, ou même dans un groupe. J'avais l'habitude avant déjà d'observer beaucoup les gens, de voir leurs réactions, qui regardent vers qui ils sont tournés. Et depuis que la bipolarité est enclenchée, ouais, j'ai pas eu de diagnostic, mais il y a... de ce que les psychologues m'ont dit, il y a une vraie hypersensibilité, une hyper-empathie aussi, qui sont deux choses un peu différentes, qui a été déclenchée, qui s'est comme une flamme qui s'est allumée, quoi. Et ça peut être aussi une chose très utile quand on est face à des gens, par exemple, ça m'est arrivé beaucoup à Grenoble pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas si je suis un aimant à personnes qui ont vécu malheureusement des traumatismes, mais j'ai connu beaucoup de personnes à Grenoble qui avaient subi des agressions ou des troubles psy, ou l'avantage entre guillemets de moi parler de ma bipolarité, c'est que les gens aussi me parlaient de leurs problèmes très profonds, dont ils ne parlaient pas à la base, et dont même leur meilleur ami ou que sais-je n'est pas au courant. Et même si moi je peux rien faire, je suis pas un personnel soignant, je peux juste être une épaule aidante ou une oreille pour écouter les histoires, mais je pense que déjà être une oreille pour écouter ces histoires qui sont parfois très douloureuses et très dures, ça soulage les gens d'un poids. Et tout ce que moi je pouvais dire aux gens,
c'était si en tout cas, si vous avez besoin d'aide, il y a du personnel médical, il y a, comme je le disais, un SMPU, des gens qui sont qualifiés dans le domaine pour vous aider, parce que je voyais des gens, par exemple, qui faisaient des crises d'angoisse tous les soirs, mais qui refusaient d'aller voir un psychiatre ou un psychologue ou autre chose, et qui limite en fait s'en accommodaient, alors que franchement, faire une crise d'angoisse tous les soirs, c'est quelque chose de très dur, mais au moins, du coup, essayer par la maladie et l'expérience en psychiatrie, essayer de peut-être écouter plus en profondeur les histoires que les gens ont à raconter, et les diriger sans les forcer, sans les contraindre à demander de l'aide, à leur dire en tout cas, à leur suggérer, si en tout cas il y a un problème qui semble être psy, que ça peut être par rapport à, on en parlait tout à l'heure, les TCA, troubles du comportement alimentaire, que ce soit de l'anxiété, que ce soit un stress post-traumatique, ou plein de choses, juste leur suggérer que, en tout cas, même s'il y a encore des progrès à faire en France, il y a du personnel médical, il y a des paramédicaux qui sont là pour vous aider, vous accompagner, et vous n'allez pas finir, on va pas vous hospitaliser par contrainte parce que vous faites des crises d'angoisse. Les gens ont aussi peur de ça, d'aller voir des professionnels parce qu'ils ont peur d'être hospitalisés directement. Ça se passera, à moins qu'on soit vraiment en danger pour soi-même ou pour les autres. On est rarement hospitalisé sous contrainte comme ça, parce qu'il n'y a pas déjà pas assez de place, clairement. Donc ça ne risque pas d'arriver. Et oui, vraiment, que dire aux gens que si vous sentez que ça va pas, le cerveau, c'est comme une part, c'est comme le cœur, c'est comme comme les jambes, les pieds, c'est une partie du corps qu'il faut parfois soigner, parce que parfois elle est un peu malade, parfois elle va moins bien à cause d'événements qui peuvent se passer, et il faut pas avoir honte de prendre soin de son cerveau, de son mental, de son ressenti et de ses émotions. Top, c'est un super message positif. Merci. J'adore. C'était pas du tout ce que j'avais écrit, mais... Ouais, mais c'est l'inspiration du moment. C'est ça. Ok, toi, il y a une petite actualité quand même, on peut te faire un peu de pub. Tu vas créer ton podcast. Exactement. En fait, je vais créer mon podcast, mais que je vais diffuser sur les plateformes de podcast, mais sur YouTube, sur une chaîne YouTube que je suis en train de créer. Et c'est pour ça que j'ai dormi si tard, c'est que j'étais en train de faire de la captation vidéo pour des petits formats que j'aimerais faire. Et du coup, la chaîne YouTube s'appelle Yacine, Y-A-S-I-N-E. Ça s'écrit vraiment comme ça. Okay. Et je devrais mettre des vidéos dans ces prochains jours, donc avant, en théorie, que tu publies le podcast. Alors, l'épisode va sortir le 26 avril. Donc il y aura des vidéos avant. Ah oui, il y aura okay. On est large. Top. Et du coup, ta chaîne YouTube sera en description du podcast. Parfait. Merci. J'invite tout le monde à aller voir. Je mettrai aussi des références pour se renseigner un petit peu sur ce qu'on a dit, des sujets. Et puis si toi aussi tu as des choses à me conseiller, des sites internet, n'hésite pas à m'envoyer des liens et on les mettra en description. D'accord, très bien. Ok. T'as d'autres choses à rajouter ? Plus rien à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Un beau tour. Merci Yacine. Merci à toi. Salut. Salut. Voilà, c'était le 3e épisode d'Ata Santé. Je remercie Yacine pour sa participation, merci à lui pour sa confiance. Vous retrouverez tous les liens et références cités en description. Vous pouvez partager et commenter cet épisode. Je compte aussi sur vous pour nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Ça permet un meilleur référencement du podcast. Merci à Maxime Martin pour l'identité visuelle du podcast et pour ce magnifique logo qui me représente si bien. Je vous mets son contact en description. Si vous souhaitez participer au podcast et partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou par mail à tasanté.podcast@gmail.com. Je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode. Salut. Merci. Merci à toi. C'est trop cool, l'enregistrement est trop bien. C'était sympa, très sympa. Ça m'avait manqué de parler devant le micro. Ouais. Mais je pensais que c'était un podcast que tu voulais créer. Moi, je pensais si. Il y a un podcast, mais il y a une chaîne YouTube, mais je vais faire notamment un podcast sur cette chaîne YouTube. Tu les mets en audio, du coup. J'hésite en fait à les mettre en vidéo sur YouTube, vidéo audio,
parce que j'ai une caméra et un Ouais. trépied qui me permet de... Bon, après, j'aurais qu'un seul angle, mais pourquoi pas. YouTube en vidéo, c'est bien. Ouais, mais en fait, c'est surtout que... Enfin, j'en parlais avec une pote, justement, hier. C'est que, déjà, les podcasts vidéo sur YouTube marchent beaucoup mieux. Mais même au-delà de ça, même si c'était pareil, enfin, le truc, c'est qu'un podcast sur la psychiatrie ou sur le handicap ou des choses où on aura tendance peut-être à avoir des préjugés, voire déshumaniser les personnes. En fait, voir des personnes qui disent « je suis bipolaire » bouger et parler à peu près, enfin, comme tout le monde, ça permet justement de dire « bah, en fait, on s'en fout ». Oui, avec ces images. Ouais. Alors que si t'as juste... Elle m'a proposé des... Ouais. On donne forme humaine à des voix, du coup, c'est ce que je trouve intéressant. Du coup, toi, on voit. Ouais. Non, c'est cool. Mais après, il y a l'avantage aussi de juste avoir l'audio. Mais ça va dépendre, je pense, de l'objectif du podcast. Ouais. Bah, le podcast ici, Ouais. Là, c'est parler de santé largement. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on rentre... Enfin, on parle des troubles bipolaires, mais on rentre pas dans le détail. Et je pense que l'intérêt de toi, ta chaîne YouTube, c'est de rentrer dans le détail et discuter avec plein de personnes, et même des professionnels. Oui. J'ai vu que tu cherchais des infirmiers, enfin, tu vois, des psychologues, des gens qui connaissent.